Bonjour, bonjour et bienvenue dans Oh ma planète, votre magazine du développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états où on parle de questions culturelles, de protection de l'environnement et des questions sociales. Aujourd'hui, Oh ma planète vous emmène à Saint-Pierre-et-Miquelon où nous allons parler de la disparition d'un isthme. J'ai du mal à prononcer le mot car je suis un ancien zozoteur. Aurélie Piel, bonjour. Bonjour. Alors, première question, c'est quoi un isthme ? Un isthme, c'est une langue de terre qui relie donc deux terres. Et dans le cas précis de Saint-Pierre-et-Miquelon dont nous allons parler, c'est une langue de terre qui relie Miquelon et Langlade. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en parle particulièrement aujourd'hui ? En fait, il y a quelques mois, une portion de la route traversant l'isthme s'est effondrée, emportant 70 mètres de route directement à la mer. J'imagine que ça a dû faire un peu de bruit dans l'île. Oui, beaucoup, parce que c'est une route très fréquentée par les habitants de l'archipel. Depuis quelque temps, la population mène des chantiers pour lutter contre l'érosion de ces dunes. Entre le ruisseau de la mer du Rang et la ferme de la mer, pas moins de 20 zones de Buttereau sont touchées par l'érosion. Une érosion due à l'océan, mais aussi aux facteurs éoliens. En 8 mois, la cellule chargée de la protection du littoral a constaté la formation de 2 trous de 11 000 m3, ce qui représente 14 000 tonnes de sable envolé. Les travaux sont prévus durer jusqu'en septembre prochain si l'on en croit les crédits alloués. Mais il restera encore beaucoup de travail. Seulement 6 zones auront été traitées. Dans un premier temps, on pensait mettre du goémon recouvert d'un chalut, mais bon, il a été impossible de faire ça parce que le terrain était tellement pentu qu'on a dû modifier l'intervention, c'est-à-dire apposer d'abord le chalut, ensuite mettre des barrières pour retenir le goémon et après il restera à semer pour que la végétation reprenne le dessus. Autre zone menacée, il s'agit de la dune du Ouest au niveau de la Grande Pointe à Miquelon. Une tranchée de 140 mètres de large et de 1,50 m de profondeur s'est formée. La cellule a donc décidé de mettre en place un brise-lames de 160 mètres de large. Un brise-lames composé de pneus, de chaînes et de béton. Que ce soit pour les Buttereaux ou pour la dune du Ouest, il était important d'agir. La moindre petite négligence peut provoquer de tels dégâts. Un cheval, un enfant qui creuse un trou dans le haut d'un Buttereau et quelques mois plus tard, le vide se crée. Si l'on ne veut pas que la mer coupe en deux l'isthme de sable entre Miquelon et Langlade, il en va de la responsabilité de toute une population de faire quelques efforts. Dans le cas contraire, les épaves des goélettes pourraient bien ressurgir. Aurélie Piel, quels sont les termes du débat ? Cet événement a relancé toute la polémique, tout le débat qui tourne autour de l'érosion, de la dégradation de l'isthme. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, l'isthme s'érode. Le vent souffle très très fort sur l'archipel et dénude totalement les dunes qui composent l'archipel. C'est essentiellement à cause du vent, l'érosion ? Il y a le vent et il y a la mer surtout, notamment dû au réchauffement climatique de ces dernières années. La mer gonfle, la mer est de plus en plus forte et frappe de plus en plus fort la façade littorale de l'isthme. Et alors, que font les pouvoirs publics face à cette érosion ? Alors, il y a diverses actions qui sont menées, des chantiers qui sont entrepris, mais en général, on vient coller des pierres à droite, à gauche pour essayer de contenir. C'est vraiment efficace ? C'est efficace à court terme, mais effectivement, on n'a pas trouvé de solution encore sur le long terme. On cherche, mais c'est difficile. Personne aujourd'hui, que ce soit à Saint-Pierre ou ailleurs, n'a trouvé la solution pour contenir les assauts de la houle. Alors Aurélie, je crois savoir qu'il y a beaucoup d'habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont une résidence secondaire sur Langlade. C'est un vrai problème d'environnement, ce dont on est en train de parler, ou c'est principalement un problème de patrimoine et de confort ? Alors c'est un petit peu des deux. L'isthme, c'est quand même un écosystème ultra riche, ultra varié, abritant de nombreuses espèces assez rares. Donc si l'isthme était amené à disparaître, ce serait quand même assez dommageable. Après, c'est quelque chose qui est arrivé assez souvent par le passé, qui arrivera sans doute encore. C'est une question de confort parce que beaucoup d'habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon vont s'y balader, vont faire des balades à chevaux. Effectivement, c'est important. Voilà, c'est ça. Ça fait partie du patrimoine naturel des habitants. Et puis après, il y a une question économique. Effectivement, cette route qui traverse l'isthme et qui relie Miquelon à Langlade est très importante pour l'économie de ces deux îles. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a question environnementale, question économique, question un peu plus affective et patrimoniale. Aurélie Piel, je vous remercie. On part à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, disparaîtra pas cet isthme, la suite en images. J'espère qu'on n'aura pas trop d'autres tempêtes. Vous croyez que ça va tenir là s'il y en a? Là oui, puisqu'on a quand même un brise-lames et on a mis l'enrochement tout le long du pied de talus. Je pense que ça devrait tenir. Les tempêtes, il n'y en aura plus. Il y en aura moins, mais il y a encore, la grande marée de printemps.
Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit caillou au paysage pittoresque, un territoire au caractère bien trempé. Situé à seulement 25 km au sud de Terre-Neuve, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon constitue le seul territoire français de l'Atlantique Nord. Composé de 3 îles principales, Saint-Pierre, la plus connue et la plus peuplée, Miquelon et Langlade, l'archipel possède un espace naturel unique en France, son isthme. Une langue de terre de 12 km de long, parsemée de dunes et de lagunes, et qui relie les îles de Miquelon et de Langlade. Le 7 février 2009, sous l'effet d'une tempête, l'isthme cède, et avec lui, la route qui relie Miquelon et Langlade. Véritable cordon ombilical entre les 2 plus vastes îles de l'archipel, la route de Miquelon-Langlade est un axe nécessaire à l'économie même du territoire. Nécessaire et désormais incontournable. À Miquelon, personne n'oserait imaginer une rupture totale et définitive de la route. Puis quoi de neuf là, en ce moment? La route. Comment tu fais? Bah là, ils ont fait un semblant de route pour l'instant. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Mais, enfin... mais tu peux passer, ouais, t'as plus besoin de t'arrêter. Depuis quelques jours, c'est bon, on peut passer. Ah, ok. Mais on fait avec ce qu'on a. Pour l'instant, c'est déjà bien. Même, ouais. Il te faut autre chose, Cathy? Ouais, bah ça. Et ce sera tout. Pour l'instant, on ne se rend pas trop compte de l'impact que ça peut avoir parce qu'on est en saison creuse, c'est l'hiver. Mais bientôt, d'ici un mois, voilà. On va commencer à avoir les caravanes qui vont se déporter sur Langlade. On va commencer à avoir les chasseurs qui vont revenir, les pêcheurs, ceux qui veulent passer un week-end à Langlade, tout simplement. Il y en a qui partent faire du ski. Ben, nous, on va à Langlade, quoi. Donc, bon, bah sur ce, merci, en plus. Bon retour. Et puis, à la prochaine. Depuis 3 ans, Cathy Lebailly tient les rênes du seul gîte chambre d'hôte situé sur l'île de Langlade. Unique lien de communication avec Miquelon, l'isthme est pour elle vital. Donc là, je viens d'aller faire des courses, ça fait plaisir de voir un peu plus de maisons que chez moi, puisque je suis toute seule chez moi, parce que depuis bientôt 3 semaines, il n'y avait pas moyen de passer avec la route. Ou alors c'était très compliqué, il fallait que je laisse la voiture, que j'aille à pied, que quelqu'un d'autre vienne me chercher de l'autre côté. Là, ils ont réparé la route il y a quelques jours, réparer. Ils ont fait en sorte que la route soit, qu'on puisse passer. Et puis là, moi, je sors de Miquelon pour retourner chez moi à Langlade. Cette partie de bitume a été faite à l'automne l'année dernière. Toute cette partie où on roule là. Et on arrive à la fin. Le bitumage. Et là, on voit bien que le sable est venu se mettre sur la route, alors que normalement c'est de la terre rouge, tout ça. Donc c'est que le vent traîne le sable par ici. La mer, sur certains endroits, avec les grosses tempêtes, passe par-dessus et le sable se mélange à la route. Puis avec le dégel, l'eau, voilà. Et ben voilà, là ici c'est le gîte qui a été ouvert il y a 3 ans, qui à l'heure d'aujourd'hui pour ainsi dire fermé parce que vu la situation à Saint-Pierre, il n'y a plus de bateaux, la route c'est compliqué, il n'y a plus de bateaux sur Langlade, enfin toutes les difficultés que je rencontre. Donc nous on est ici, l'annonce du gouvernement. Alors là c'est une carte de tous les naufrages qu'il y a eu, datée avec les noms des bateaux qui sont échoués autour des îles Saint-Pierre, Miquelon, Langlade. Et d'ailleurs, là, tous ces naufrages-là, c'est le long de la dune. Et donc, tous ces points là où c'est à peu près au niveau là que la route
sur l'isthme, c'est cassé, quoi. Et donc sur l'autre carte, là on peut voir, c'est une vieille carte de 1782 environ. Et là, à l'époque, la dune était complètement ouverte. Donc il y avait 3 îles au lieu de 2. C'est pour ça que je dis que la nature reprend ses doigts, mais on sait que ça a déjà existé, que ça peut revenir, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans non plus être obligé de faire quelque chose de mal, de consolider, aider à ce que la dune reste là? Parce que là, elle n'a plus rien qui la tient, donc il faut qu'on mette des choses qui la tiennent sans que ça on fasse du mal, quoi, sur la dune, quoi. J'avoue n'avoir assisté qu'à de la dégradation, finalement. Quand je suis arrivé, il y avait encore une terrasse de sable, par exemple, enfin de sable, mais gazonnée, qui était dans la partie nord des Buttereaux, côté ouest, côté nord-ouest. Et tout ça est parti à la mer depuis très longtemps. Géomorphologue, Jean-Louis Rabotin suit depuis près de 30 ans les évolutions et mouvements du littoral de l'archipel, et en particulier de l'isthme de Miquelon-Langlade. La dégradation, elle est due à pas mal de choses. Elle est due à la fragilité des matériaux. Le sable, c'est jamais très consolidé, en fait. Et puis, il arrive à un moment où, ce qui est assez logique d'ailleurs, la mer qui pendant longtemps a apporté des choses, elle s'est mise à les consommer, si on peut dire. Mais il y a un phénomène supplémentaire, c'est qu'on a un réchauffement climatique important, ici comme ailleurs, et qu'en hiver, souvent, on va dire la mer, les embruns gelaient, et ça faisait ce qu'on appelle un pied de glace. C'est-à-dire qu'une grosse partie de l'isthme était protégée par une carapace au pied, qui était solide, on va dire. La mer se brisait dessus, ça ne faisait pas les dégâts comme il y a aujourd'hui. Régulièrement attaqué par la mer et le vent, le littoral ouest de l'isthme subit depuis quelques années de forts dommages. Des agressions répétées qui, en février 2009, ont eu raison d'une partie de la route qui serpente. Près de 70 mètres de cette route s'était alors littéralement effondrée. Sur place, nous retrouvons Stéphane Coste, maire de Miquelon, et Jean-Luc Clément, technicien de la direction de l'équipement. L'occasion pour lui de se rendre compte des derniers travaux effectués pour stabiliser la voie. Donc là, ça se termine alors. Voilà, donc là on a mis le brise-lame. On a mis des enrochements en pied de talus tout le long sur les 260 mètres. Et là-bas on termine de mettre des enrochements sur la petite dune là-bas. Tout ce qui a été mangé par la mer, on a reconstitué le corps de chaussée et pour permettre le passage des voitures. Là, c'est que du provisoire ce qu'on a fait. Là, on n'a pu faire qu'une demi-chaussée. En fait, avec les tempêtes successives hivernales et puis les dernières grosses tempêtes, il y a carrément une partie du cordon dunaire là, qui a été avalée par la mer, quoi. Là, elle a enlevé une bonne quinzaine de mètres de la côte. À Saint-Pierre-et-Miquelon, à chaque assaut de la mer, et pour répondre à l'urgence, on enroche la côte en posant de grosses pierres au pied des dunes. Une technique qui n'a jamais cessé de diviser. C'est vrai que ça fait un peu polémique parce qu'il y a une vingtaine d'années déjà, on disait que l'enrochement c'était une solution à court terme efficace, mais qu'à moyen terme et long terme, finalement ça accélérait l'érosion. Vous en mettez un peu là-haut? Oui, sur la pente. Ouais. Vous voulez en mettre jusqu'au bout là-bas, quoi? De toute façon, ce que vous pouvez mettre dans le bol, lui, pendant en bas, on aura passé 29. Non, mais vous mettez ce que vous pouvez là-bas. Hein? Parce que c'est surtout le pied de talus qu'il faut protéger. Ah oui. Ah, parce que la mer, elle ira pas grimper là-haut. Ah, hein. non, elle ira pas grimper là-haut. Bon. Hein? Pas de problème. Ok, ça marche. Allez, à plus. Vous n'avez pas beaucoup de solutions pour protéger une côte. Là où actuellement où on est, on a trop de hauteur. Actuellement, la seule technique qu'on connaisse, c'est les enrochements. Alors je pense qu'il faut mener une étude très sérieuse pour voir si vraiment l'enrochement est une solution efficace ou non à long terme, parce qu'on ne peut pas évidemment mettre des sommes aussi importantes chaque année ou année après année dans la protection du littoral si c'est pas efficace. Si c'est efficace, d'accord, mais si c'est pas efficace, faut trouver autre chose, quoi. Conçue à la fin des années 80, la route de Miquelon-Langlade fait chaque année l'objet d'une protection accrue.
Des travaux réguliers et des sommes d'argent conséquentes qui de fait font naître une interrogation. Fallait-il construire cette route et surtout fallait-il la faire passer à cet endroit de l'isthme? Selon moi, le fait d'avoir voulu tracer une route directe côté ouest de l'isthme pour rejoindre l'Anglade, c'était pas très prudent. Il aurait fallu faire comme les anciens qui occupaient des fermes sur l'isthme pendant longtemps. Peut-être améliorer les chemins qui existaient déjà. Et ce qui est encore possible, c'est de modifier le tracé. C'est déjà une première chose. En passant vers l'intérieur, on peut, j'avais calculé à peu près sur 500 mètres à peu près, rejoindre après la route principale à un endroit où elle n'est pas agressée. Je dirais où elle n'est pas encore agressée. Si on veut maintenir ce tracé, eh bien, faut accepter d'avoir à l'entretenir en permanence. Regardez les photos là, quand vous alliez à la chasse en Anglade, en jeep. Oui, oui. Il n'y avait pas de route à ce moment-là? Non, c'était une piste, et dès qu'on pouvait prendre le long du rivage, la mer était basse, on passait le long du rivage. C'est quelle année ça, à peu près? Quelle année ça? Dans les années 58-59 peut-être. C'était dans les premières voitures qui allaient un peu partout, quoi. Il n'y avait pas de route. Oui. C'était Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Finalement, la route a eu pour effet de canaliser quand même les voitures. Ouais. Parce qu'avant, c'était un peu partout, il y avait des ornières partout. J'ai entendu parler. Passionné d'histoire locale, Jean-Pierre d'Etcheverry compile, dans le sous-sol de sa maison, documents et photos d'archives de l'isthme. Avec son père, François, il aime à replonger dans les souvenirs d'une époque désormais révolue. J'ai d'autres photos aussi sur les fermes. C'était vu de la... On ne savait pas quelle ferme, tu vois, ici. Finalement, on a trouvé que c'était la ferme, c'était pris de chez de la mer. Oui. Puis apparemment, à un moment où le niveau d'eau était assez haut, pour les fermiers, c'était quand même l'espace pour les prairies, quoi, les prairies. C'était pour la fauche, hein, pour les prairies par excellence. Il y avait des animaux, c'était les prairies, oui. Puis c'était encore clôturé à ce moment-là. Ça, c'est dans 1924-25, ça. Oui. Il y a eu beaucoup de fermes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Après, au courant du XXe siècle, ça s'est petit à petit éteint, quoi. Ça ne dit rien, non, ça? Alors ça, c'est... On voit une espèce de plaque sur le mur. C'est la plaque d'un bateau, parce qu'il y a un nom. Ça se faisait beaucoup, ça. Les collègues qui s'échouaient, ils relevaient la plaque, ils conservaient la plaque. Ouais. On raconte que les fermiers, quelquefois, mettaient des lumières sur les cornes des vaches. Et l'histoire dit que en mettant des lumières, ils faisaient croire au bateau qu'il y avait un passage, il y avait un chenal. Ouais. Les bateaux prenaient le chenal, ils s'échouaient. Ouais. Finalement, le fermier, il récupérait le bois et il sauvait l'équipage. Et c'était des héros parce qu'ils avaient sauvé l'équipage. Ils avaient le bois, quoi. Et là, on accueillait des fraises. Maintenant, on va en voiture. À ce moment-là, vous alliez... On allait en Doris. En Doris, hein. Arlès, à Prince-Alouette. Ouais, j'ai des photos de ça par là. Ouais. C'était le dimanche, c'est un événement, parce qu'aller en Doris aux fraises, c'était pour les femmes et les enfants, c'était la joie. Là, j'ai trouvé une photo là, de tout le monde dans la Doris, ils sont une quinzaine au moins là. Et moi, ce qui me surprenait un peu en voyant les photos, c'est que les hommes avaient des cravates. Ouais. Ah, c'était dimanche. Hein. Ils avaient été à la messe avant. Même pour aller aux fraises, c'était dimanche. La cravate, c'était dimanche. J'en ai vu une photo où on te voit en train de pique-niquer. Hein, en pique-nique avec la cravate et puis la tasse de thé. C'est la classe, quoi. Hein. Au cours des dernières décennies, l'isthme a bien changé. Changé de morphologie, changé aussi de fonction. Hier, grenier alimentaire de l'archipel, le site est aujourd'hui devenu une sorte de centre de villégiature. Mais l'agriculture n'a, semble-t-il, pas dit son dernier mot. Les agneaux vont naître sur le mois d'avril et puis à partir de la fin du mois de mai, donc les brebis et les agneaux vont partir sur l'isthme là-bas pour pâturer pour la belle saison. Et nous, on va faire le même trajet, on va transhumer avec eux et aller donc passer 5 mois à peu près sur le site là-bas, quoi. Exploitant agricole, Thierry Gauthier élève moutons, alpagas et canards gras. Au beau jour, avec sa compagne,
il rejoint la bicoque en bois qu'ils ont construit au cœur de l'isthme. C'est là que chaque été, ils accueillent les estivants venus ramasser quelques-unes des fraises qu'ils cultivent. Eh ben dis donc, ça souffle, hein. Ouh. Alors on est ici, là on est en plein centre de l'isthme, sur une petite hauteur qui nous donne une belle vue quand même de part et d'autre. On voit la partie la plus étroite de l'isthme, côté sud ici, où ça rétrécit. On voit le point étroit. Et puis côté nord, par ici, c'est l'endroit où l'isthme est le plus large, donc au sud du Grand Barachois, quoi. Les animaux vont pâturer sur à peu près 80-90 hectares, donc les alpagas restent un peu plus près des maisons avec quelques moutons, et puis le gros des moutons on les met un petit peu dans les autres enclos. Donc on a un système de pâturage tournant, c'est-à-dire que pour ne pas que ça fasse trop de pression sur le site, puisqu'il est relativement fragile, tous les 2 ou 3 jours, les animaux changent d'enclos, quoi. Ce qu'on voit là, ce sont les fraises que l'on cultive. Donc on a un petit peu plus de 2 hectares là, qui sont exploités. Disons que pour l'activité économique, c'est sûr que c'est très, très gênant donc de ne plus avoir accès par la route, puisque le fait que notre activité est basée sur l'autocueillette et sur la vente à la ferme, donc ça nous pénaliserait. Bon, après, il y a des phénomènes qui sont naturels. Je veux dire, on le voit nous tous les ans, depuis 12 ans qu'on est là, il y a des mouvements, des choses qui se déplacent sur l'isthme, des endroits où ça se creuse, d'autres où au contraire ça s'étend, il y a plus de sable qui s'accumule par endroits, qui se retire de d'autres. Donc c'est vrai que le phénomène, ce qui se passe au niveau de la route, bon, ben, c'est pas vraiment surprenant, quoi. Donc il y a une partie phénomènes naturels contre lesquels on ne peut rien, à mon avis, où on peut difficilement faire des choses, et puis bon, bah, il faudra bien s'adapter à l'avenir, quoi. La solution idéale, mais ce sont de gros moyens, y compris d'ingénierie maritime pour les mettre en place, c'est de briser les lames, les vagues à 20, 30, voire 100 mètres du rivage. Ça peut se faire par des blocs de béton qui font une sorte de jetée artificielle. Ce système, il est mis en général en métropole quand on veut protéger des habitations, des ports. Sur une langue de terre de 12 km qui est inhabitée, ça paraîtra, je veux dire, fou comme projet. S'il n'est plus habité, l'isthme n'en reste pas moins une zone récréative majeure où aiment se balader les amoureux des grands espaces. Des usagers qui ont su s'adapter et œuvrer à la protection de cet écosystème fragile. Port de Miquelon, au petit matin. L'arrivée de la navette en provenance de Saint-Pierre est toujours un événement. Tous les 2 jours, des centaines d'habitants vont et viennent entre les 2 îles de l'archipel. Parmi ces passagers, nous retrouvons Marjorie Jouglet. Chargée de mission environnement pour le compte du Conservatoire du Littoral, la jeune femme se rend régulièrement sur l'isthme. Aujourd'hui, elle vient s'assurer de la réussite des actions de protection mises en œuvre pour lutter contre l'érosion des dunes. Donc ici, on est sur une zone qui a été fortement érodée par le vent. On voit bien le profil de l'ancienne dune. On devine qu'ici, il devait y avoir sans doute un butreau de sable, donc, qui a été complètement emporté par le vent. Pour parer cette brèche, nous avons posé des ganivelles. Les ganivelles sont ça, sont les barrières en bois de châtaignier qui est plus résistant et qui est un matériau qui va pouvoir rester longtemps dans la dune. Donc ici, ça a été posé il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et donc, elles ont été posées en zigzag parce qu'on est dans un endroit où le vent n'a pas tout le temps la même direction. Elles permettent, quand le vent arrive, de stopper un peu ce vent et de laisser s'accumuler derrière les grains de sable qui, au fur et à mesure, vont reconstruire petit à petit la dune. Et donc, on peut voir que là, il ne reste pas grand-chose de ces barrières qui, à l'origine, faisaient 1 mètre de haut. Elles sont complètement ensevelies sous le sable, donc elles ont fait leur travail.
Donc ici, par exemple, ces ganivelles ont été posées en même temps que les précédentes, mais il n'y a pas eu ce renflouement du sable. Donc elles dépassent encore, donc ça va prendre un peu plus de temps. En même temps, on voit que ici, c'est stabilisé puisqu'on a la végétation qui reprend ses droits. Donc à cet endroit, on est en haut de la dune. On avait une forte érosion et ça se présentait comme une petite falaise de sable très droite, très abrupte. Donc ici, il a fallu reprofiler un petit peu le buttereau, lui redonner un profil arrondi, naturel. Et puis pour stabiliser un peu ça et puis stopper l'érosion, on pose du filet coco. C'est un tapis fabriqué en fibre de coco qui a des mailles un peu lâches, ce qui permet de planter l'Oya. C'est la première plante qui va pousser sur le sable, qui va permettre la création d'un sol et ensuite l'installation d'un autre type de végétation. Et c'est comme ça qu'on reconstitue la dune. S'adapter. De tout temps, les habitants de l'archipel ont eu à le faire. S'adapter aux assauts du vent, s'adapter aux attaques de la mer. Souvent accusés de participer à la dégradation de l'isthme, les propriétaires de chevaux ont, eux aussi, dû changer leurs habitudes. Pratiqué de manière traditionnelle depuis des décennies, le pâturage des chevaux en semi-liberté a longtemps fragilisé les sols de l'isthme. Il semblerait qu'aujourd'hui, la pratique se perde peu à peu. On se baladait ici comme entre amis ou avec la famille. Même avec mon grand-père, on allait chercher du bois. Et le buttereau ici était beaucoup plus large. Et puis il y avait un petit chemin, mettons, qui doit s'adonner à peu près au lit de la mer basse. Et on passait par là. Respectivement propriétaires équins et monitrices d'équitation, Lorenzo D'Echeverri et Vicky Derburn sont conscients des dégradations induites par le pâturage de leurs chevaux. Les chevaux en liberté ont un vrai impact sur la nature, sur l'isthme en tout cas, surtout aux mauvaises saisons. Donc l'automne et le printemps, c'est vrai que là, on peut voir des dégâts. Après, pour ce qui est des chevaux en liberté, il y a certainement moyen d'essayer de les faire pâturer plus sur les terres qui sont plus adaptées pour qu'ils pâturent et un peu moins sur les zones qui sont fragiles. Ça, tout le monde est bien conscient du problème. Maintenant, c'est vrai que c'est tout petit ici. On parle du coût du fourrage, c'est exorbitant. Donc forcément, on a besoin de faire pâturer nos chevaux. Et on n'a pas tous des terres, on n'a pas tous les moyens d'avoir un parc. Et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas nos chevaux. Mais c'est bien pour nous de pouvoir faire pâturer les chevaux en liberté. Et c'est bien aussi, touristiquement parlant, c'est quand même assez attrayant. Là-bas, les problèmes qu'on voit actuellement, c'est vraiment la mer qui prend la route, quoi. Après, c'est vrai qu'un peu plus à l'intérieur, sur les buttereaux, on peut tous faire des efforts pour protéger notre isthme, mais il y a déjà beaucoup de gens qui sont sensibilisés, je pense, et qui font beaucoup d'efforts. La sensibilisation semble avoir donc fait son chemin. Les chevaux ont déserté les dunes l'hiver. Les voitures, quant à elles, ont délaissé les chemins de traverse. Avant, on passait partout en voiture. Il y avait des semblants de route partout dans les buttereaux et maintenant on n'y passe plus en voiture. Les gens sont beaucoup plus respectueux de... c'est pareil, au moment où on le faisait, on ne savait pas qu'on faisait mal, quoi. Il y a beaucoup moins de voitures, c'est sûr, qui passent un petit peu partout. Et maintenant que les gens prennent conscience du problème, déjà qu'on accepte de dire qu'il y a un problème, on va trouver des solutions. En tout cas, nous, propriétaires de chevaux, on peut faire des efforts pour le passage des chevaux dans les buttereaux. Maintenant, est-ce qu'on peut se battre contre la mer? Je ne sais pas, quoi. Pour l'instant, on ne peut pas lutter efficacement contre la mer, c'est sûr. Avec les moyens, en tout cas, qu'on utilise. Et si on veut arriver à des résultats, on va dire, probants, ce sont des investissements colossaux qui dépassent, j'ai envie de dire, les finances de la collectivité. Très probablement, oui. Sans cesse soumis aux volontés du vent et de la mer, l'isthme de Miquelon-Langlade a toujours vu ses côtes bouger. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique tend à le fragiliser davantage et à mettre en péril certaines activités humaines. À défaut de savoir la contenir,
Il faut donc apprendre à vivre avec la mer et ses assauts. Au Ma Planète, le débat, ça se passe toujours aux Angobars, l'isthme de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour en parler ensemble, nous avons invité aujourd'hui Fernand Verger. Fernand Verger est professeur émérite de l'École normale supérieure. Il est également membre du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral. Au Ma Planète, le débat. L'isthme de Saint-Pierre-et-Miquelon est-il amené à disparaître? On va en discuter dans un instant avec deux invités. Tout d'abord, Yves Lers. Bonjour Yves, Bonjour. Qui est journaliste, spécialiste des questions de développement durable et qui nous accompagne chaque semaine. Merci d'être présent ce soir encore. Merci à toi. À nos côtés également, Fernand Verger, professeur Verger, devrais-je dire, puisque vous êtes professeur émérite à l'École normale supérieure et que vous êtes également membre du conseil scientifique du Conservatoire du Littoral. Tout ceci est exact? Tout à fait. Eh bien, merci d'être présent avec nous. C'est à vous que va s'adresser ma première question. Si je devais résumer l'enjeu du film qu'on vient de voir, je le résumerai par une question. Peut-on lutter contre la mer? Sur la surface de la Terre, on lutte dans beaucoup d'endroits contre la mer. L'exemple le plus célèbre, ce sont les Pays-Bas. Mais actuellement, la Corée du Sud fait des politiques considérables. Les Pays-Bas, c'est quoi la lutte contre la mer aux Pays-Bas? Avoir beaucoup de polders, avoir un delta, le delta du Rhin, et qui a été victime d'inondations terribles en 1953. Et on a fait des ouvrages considérables et à des coûts considérables. Vous évoquiez également la Corée du Sud? Oui, en Corée du Sud, il y a des programmes actuels. On a conquis des terres contre la mer avec une digue de 33 km de long, extrêmement puissante, beaucoup plus haute que les pleines mers. Est-ce que c'est pas un peu un combat sisyphéen, si j'ose? Oui, il y a des limites. Il y a des limites et qui sont des limites. D'abord, des enjeux intérieurs. Des enjeux intérieurs. Qu'est-ce qu'on défend et combien ça coûte? Justement, ça coûte cher, Yves Lers ou Fernand Verger? Les moyens des Pays-Bas pour lutter contre la mer, c'est pas tous les pays qui ont ça. Hein. D'accord. C'est même rarissime. Si on prend un certain nombre d'îlots ou de petites îles de l'océan Indien qui sont menacées par le changement climatique, ils n'ont pas de moyens pour lutter contre ça. Donc en fait, c'est un moyen de pays riche. Pour combien de temps? On n'en sait rien. Ça veut dire que c'est quasiment inéluctable, il n'y a pas... Ah, il n'y a pas d'autre moyen. Quand vous avez des enjeux considérables, une population énorme, des centres industriels, il faut coûte que coûte lutter contre la mer et éviter la submersion. Et dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous dites qu'on est loin de tout ça finalement? Exactement. Dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, on a quand même une continuité territoriale à assurer entre Miquelon d'un côté et l'Anglade de l'autre. Il y a là un isthme fragile. C'est assez comparable à ce qu'on connaît la presqu'île de Gien en France. Il y a deux cordons littoraux qui sont l'objet d'une érosion, et il y en a un, d'ailleurs, il y a une route qu'on a légèrement reculée de manière à assurer une continuité. Tout ceci d'actualité, puisqu'en février, il y a 70 mètres de route qui se sont effondrés, qui ont été rétablis depuis, et un tronçon de route est à nouveau utilisable. Justement, nous sommes allés interroger Stéphane Artano. Stéphane Artano est président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Conseil territorial il y a, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire d'outre-mer, et nous avons demandé à ce président, justement, finalement, était-il bien pertinent de construire une telle route? Nos anciens passaient de l'autre côté des Buttreaux. Je veux dire, il y avait quand même une raison. À un moment donné, il y a eu un choix politique, je pense, et technique peut-être, de passer à l'ouest. C'était vraisemblablement une erreur, je pense. En tout cas, l'histoire aujourd'hui et le phénomène nous l'apprend. Donc, est-ce qu'on ne peut pas sécuriser cet axe routier en le faisant passer par une autre voie? Je pense que le Conservatoire du Littoral est assez ouvert à explorer cette voie-là. Nous le sommes également parce que je considère que notre intérêt, c'est que cet axe routier soit maintenu, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va rétablir la circulation parce qu'il y a une nécessité, mais je pense que cette question du tracé doit être posée, à mon sens, et également avec les spécialistes qui viendront travailler et discuter de l'isthme Miquelon-Langlade. Yves Lers. Changement climatique, montée des eaux, 20 cm en moyenne pendant le XXe siècle, 50 cm, peut-être davantage, peut-être 1 mètre aussi. À 50 cm déjà, les dégâts sont énormes. Est-ce qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut dire de manière certaine que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est lié au réchauffement climatique? À l'élévation légère du niveau de la mer, certainement.
Mais il y a aussi des phénomènes de maigrissement qui sont peut-être liés à un usage, à des piétinements. Et il est possible aussi que... il y a un ensemble de causes. Quoi. Oui, un ensemble de causes. Et notamment, il y a une certaine érosion éolienne avec des... Érosion éolienne, c'est le vent qui... C'est le vent qui emporte le sable. Et il est possible que une certaine dégradation de la végétation favorise. C'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans d'autres pays aussi quand qui sont menacés. Dans beaucoup de pays, même en France, vous savez... Pour revenir aux 40-50 cm, les dégâts attendus... 40 cm, on aura du mal à maintenir le cordon dans l'état actuel. Il faudra renforcer, sans aucun doute, certains secteurs de ce cordon pour qu'il ne se brise pas. Parce que le drame, c'est s'il se brise et que la brèche s'élargisse. Plus elle est large, plus elle est large. Voilà, exactement. Les courants l'entretiennent et risquent de l'accroître. Alors, Fernand Verger, je voulais vous entendre sur un peu la question des alternatives qui sont essayées dans d'autres pays à l'international. Alors, premier pays juste à côté quand même, on est juste à côté du Canada. Est-ce que Canada, cette question se pose? Est-ce que vous avez... Écoutez, j'ai pas de connaissance d'un tombolo, d'une flèche qui réunisse une île au continent. Il y en a peut-être, mais j'ai pas une connaissance absolument universelle. Mais en France, nous avons la presqu'île de Gien qui est comparable. On l'évoquait tout à l'heure. Hein, et Quiberon aussi. Ce sont des régions où on peut avoir une érosion qui coupe l'île de son rapport au continent. Quelles solutions ont été mises en place à Gien ou à Quiberon? À Gien, on s'en préoccupe. On a des recharges en sable. On peut extraire du sable et l'apporter à la côte pour la nourrir et éviter que l'érosion ne brise la continuité entre la racine et l'extrémité du cordon. La plupart du temps, c'est l'enrochement quand même. Oui. En Bretagne, on a fait beaucoup d'enrochements, mais on le regrette quelquefois. C'est une méthode coûteuse, c'est une méthode qui n'est pas non plus très respectueuse des paysages. Et pas très naturel. Et aussi, on peut mettre des épis. Alors les épis... Les épis, c'est des blocs de béton oui, artificiels. Ils sont perpendiculaires au littoral. Ça retient le sable, mais ça provoque une érosion au-delà. Ça casse la vague. Donc, oui, mais ça provoque une érosion, car le sable qui est bloqué à l'amont de l'épi, comme on dit, ne nourrit plus la plage à l'aval de l'épi. Il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas de solution idéale. Si, quand même. Vous avez le sentiment qu'il y a même une solution tout court? Est-ce que, par exemple, dans le cas de l'isthme de Saint-Pierre-et-Miquelon, est-ce que finalement, ça a déjà été le cas par le passé, est-ce que tout simplement, il ne va pas disparaître, tout simplement? Et puis qu'ils remettront un bateau? Il pourrait disparaître et j'avoue que je pense que la continuité territoriale est une chose utile pour cet archipel de deux îles. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde à l'Anglade. Oui, et on pense quand même à un certain développement de l'Anglade et de Miquelon. Et si on supprime le moyen de transport entre les deux, on diminue l'efficacité du développement économique. Oui, on diminue aussi peut-être la biodiversité, car il y a des étendues de l'isthme lui-même qui vont disparaître. Et là, on peut penser que c'est dommage. Alors actuellement, on l'aura compris, on continue à essayer de lutter contre cette coupure. On verra si finalement c'est un combat sans espoir ou pas. Mais nous avons posé toujours à Stéphane Artano une question sur l'enrochement et aussi les autres alternatives qui étaient mises en place à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu'ici, en fait, tous les éléments techniques qui nous ont été apportés ont montré que la pose d'enrochement sur ce littoral répondait de manière satisfaisante à l'objectif de protection. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que ce soit forcément la bonne solution. On se rend compte que les enrochements qui ont été posés, qui sont finalement une solution un pis-aller quand on voit l'ampleur du phénomène, notamment au PK18, n'ont permis que de ralentir le processus de dégradation qui a été constaté. De toute manière, Dame Nature, à un moment donné, prend toujours le dessus. Les solutions que nous devrions mettre en œuvre sont de nature à ralentir le phénomène. Je ne crois pas qu'on puisse l'endiguer. Je pense que ce serait une vue de l'esprit d'admettre qu'on puisse endiguer le phénomène parce qu'on n'a pas la maîtrise de tous les éléments et puis on n'aura pas la capacité financière non plus de pouvoir répondre de manière satisfaisante sur un isthme quand même de plusieurs kilomètres de long à l'ensemble des dégradations. Par le passé, cet isthme a déjà disparu et puis on l'a maintenu finalement. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Oui, les intérêts économiques autrefois n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il est probable aussi qu'on naviguait beaucoup
Et aujourd'hui, bien sûr, on navigue, mais on a besoin de transports, je dirais pas continentaux, mais insulaires, de manière à réunir ces deux points. Et si on veut avoir les moyens de défendre la côte, il faut aussi avoir un archipel fréquentable avec une circulation et un développement économique sans doute touristique. Et il est certain que si les deux îles sont isolées, même si on crée une navigation entre les deux îles... Une sorte de bac. Une sorte de... Oui, on n'aura pas le même développement qu'avec un isthme. Et d'autre part, en période de tempête, il se peut que la communication soit difficile par mer. Et au contraire, même si elle est difficile en période de tempête avec une route, c'est pas du tout comparable. Alors, nous avons posé la question à Stéphane Artano. L'isthme va-t-il disparaître? Quelles que soient les interventions que nous ferons, à un moment donné, cet isthme il va se réouvrir. Il s'est déjà ouvert il y a quelques décennies. Il va vraisemblablement se réouvrir. Donc je pense qu'il faut l'intégrer. Les pouvoirs publics doivent l'intégrer en termes de desserte, notamment. C'est le cas. Hein. Je pense que si la desserte sur l'Anglade existe, c'est également qu'à un moment donné, la question a été posée dans ces termes-là. Mais effectivement, j'en suis inquiet parce que je ne voudrais pas que la commune de Miquelon en pâtisse économiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un pan entier de son économie qui est largement alimenté par le trafic des Langladiers sur Miquelon pour s'alimenter tout simplement. Donc je pense qu'il est vraiment important que nous puissions conserver un accès. Je repousserai à plus loin et à plusieurs décennies, je l'espère, le débat sur ça y est, on y est, l'isthme s'est ouvert, que fait-on? Parce que nous aurions une commune de Miquelon complètement coupée de sa base économique estivale des Langladiers, et là ça pourrait poser un vrai souci. Fernand Verger, Yves Lers, est-ce qu'on peut tirer des leçons? Ça fait quand même un certain temps que l'homme lutte contre la mer comme ça. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de cette lutte? Il y a bien sûr des leçons à tirer. Il y a l'extrême fragilité de la terre sur laquelle on vit. Et c'est un milieu vivant et qui se modifie toujours. Donc l'homme doit non pas lutter contre les choses, mais s'adapter. Fragilité du milieu, adaptation au milieu? Adaptation au milieu, mais ça ne veut pas dire inaction. Ça veut dire action coordonnée avec l'action de la nature. Et inaction ou adaptation. C'est possible, ça, Yves Lers, justement, cette coordination entre l'homme et la nature, ça fait longtemps qu'on l'appelle de nos voeux. Est-ce que c'est possible? C'est possible avec une certaine limite, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a une montée des eaux de 50 cm ou d'un mètre, non, il y aura des terres qui seront submergées, oui, il va falloir s'adapter, oui, il y aura des terres qui seront perdues. Et puis, ça veut dire qu'on est à l'aube de bouleversements importants? On est à l'aube de bouleversements, il y en a toujours eu. Hein. Il y a 10 000 ans, on oublie un peu ça, le niveau de la mer était... On pouvait aller, j'allais dire, à pied entre la Grande-Bretagne et la France. Hein. La Manche était asséchée, j'ose dire. Donc l'homme a su s'adapter. Et là, je crois qu'il faut aussi qu'il s'adapte en préservant la biodiversité de ce milieu qui peut se défendre lui-même. Il faut pousser à la végétalisation, essayer d'éviter la dégradation de la végétation, et on peut peut-être, par des moyens assez simples, consolider la route qu'on a rétablie. Donc le béton, c'est pas la seule leçon. Le béton n'est pas la solution. Le béton n'est pas la seule solution. Je veux dire, quand on parle de végétalisation et de solutions naturelles, on voit qu'il y a beaucoup de modestie. Les clubs ont besoin de beaucoup de modestie face aux éléments naturels. Eh bien, c'est sur cette modestie, avec la même modestie que nous allons clore ce débat. Yves Lers, merci. Merci. Fernand Verger, merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'à nous dans Oh ma planète. Tout de suite, nous allons continuer à aborder cette question en images. Camargue. Depuis quelques années, cet équilibre est perturbé. Par l'homme d'abord, qui a voulu dompter cette nature en mouvement, par le réchauffement climatique ensuite, qui accélère la montée du niveau de la mer. Les spécialistes prédisent une élévation de 40 à 60 cm d'ici 2050. C'est quelque chose d'extraordinaire. La mer, quand elle est déchaînée... On le sait bien que la bataille est perdue d'avance. Il y a des endroits où la mer a gagné 30 mètres. C'est énorme. Les dunes ont été cassées en morceaux. Aujourd'hui, la mer bat les pieds du village lui-même. Éric Poulet dirige depuis 25 ans la réserve nationale de Camargue, un sanctuaire qui abrite quelques 350 espèces animales.
Il a fallu véritablement des à-coups un petit peu violents pour qu'on sente la présence de ce phénomène qu'on ne domine plus. Protecteur et observateur attentif de la nature, Éric Coulet a été un des premiers à percevoir des signaux d'alarme. La tempête de 82, qui a été vraiment une très grosse tempête, a révélé la fragilité du système, puisque les dunes ont été cassées en morceaux, et à partir de là, elles n'ont jamais pu reprendre pied. On s'est aperçu à ce moment-là que tout le littoral, c'est-à-dire la mer, était en train de changer. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est une ville qui, pendant très longtemps, a été loin de la mer. Enfin, disons, au moins à quelques centaines de mètres, voire même quelques kilomètres. La mer s'est considérablement rapprochée du village depuis quelques décennies. Et on a construit à la fois des épis transversaux par rapport à la côte et des digues frontales qui sont, elles, parallèles à la côte, soit sur la côte elle-même, soit à une petite distance de la côte, comme ce que l'on voit ici. Nous avons fait une projection de la situation qui aurait eu lieu si on n'avait pas construit les digues que vous avez sous les yeux. Eh bien, dans ce cas-là, la mer serait déjà, depuis plusieurs années, au-delà du village et aurait rejoint le système des étangs. La ville des Saintes-Maries-de-la-Mer serait donc devenue une île. Ma planète, c'est l'heure de la partie interactive de notre émission, le blog des gardiens de la planète, le blog de Grace. Grace, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, je crois qu'on va parler ensemble de la réduction des déchets, ménagers en particulier. Oui, parce qu'il faut savoir que notre production d'ordures ménagères a doublé en 40 ans. Ça fait que d'augmenter. Et pour donner un ordre d'idée à peu près, Stéphane, est-ce que vous savez combien de kilos de déchets vous émettez par an? Non, je sais pas, 100, 200 kilos de déchets par an? Eh bien, non. Il faut savoir qu'en France, on émet à peu près 1 kg de déchets par jour, soit 360 kg de déchets par an. Pour vous donner une image, c'est l'équivalent à peu près de 2500 fois la Tour Eiffel. 2500 fois la Tour Eiffel, c'est l'équivalent de 21 millions de tonnes. C'est énorme. Ce qui montre bien, enfin, l'énormité du chiffre montre bien à quel point il est urgent de réduire nos déchets. Alors justement, réduction des déchets, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut surtout respecter la règle des 3 R. C'est quoi la règle des 3 R? Alors réduire un maximum nos déchets. R comme réduire. Réutiliser un maximum. C'est-à-dire les objets qu'on achète. Tous les objets, les réutiliser un maximum et recycler quand c'est possible. Et l'étiquetage nous aide à savoir quels sont les produits qui sont recyclables ou non. On répète, réduire, réutiliser et recycler. Alors, quel est le geste de la semaine, Grace? Cette semaine, je vous propose d'abandonner tous vos sacs plastiques lorsque vous allez faire les courses et d'utiliser les sacs en toile qui sont jolis et également réutilisables. Abandonner les sacs plastiques, donc laissez tomber les sacs plastiques, ne les laissez pas traîner n'importe où. Alors justement, Grace, on s'est permis de vous suivre pendant que vous faisiez vos courses avec votre joli petit sac. En image, vous allez voir, ça donne ça. Il était bien notre sac plastique distribué aux caisses. Il nous rendait bien service. Mais depuis quelque temps, dans certaines boutiques, une pancarte nous rappelle que plus aucun sac plastique ne sera distribué. La loi a été votée fin 2005 et la fin réelle du sac plastique sera effective le 1er janvier 2010. Selon un sondage CSA, 83% des Français étaient favorables à cette mesure écologique. Et vous, êtes-vous pour ou contre l'utilisation du sac en toile dans les supermarchés ? Évidemment pour, je pense que c'est une bêtise d'être contre, puisqu'en ce moment, l'environnement est de plus en plus important, on le sait, les politiques en parlent de plus en plus et c'est vraiment un facteur important et au quotidien, chacun doit au quotidien mettre sa pierre et c'est au quotidien qu'on change le monde et qu'on change le collectif. Sachez que l'incinération d'un sac plastique dégage des substances toxiques comme la dioxine. D'après l'Ifremer, 122 millions de sacs souillent 5000 km de nos côtes et tuent 100 000 mammifères marins qui s'étouffent avec. Ça fait beaucoup de déchets pour rien parce qu'au final on les jette, on ne va pas les utiliser longtemps. Donc c'est mieux d'avoir des sacs en toile qu'on pourrait réutiliser et avoir sur nous, ça prend pas de place et c'est beaucoup mieux pour la nature. Un sac plastique met 400 ans à se détruire alors qu'on ne l'utilisera en réalité qu'une vingtaine de minutes.
Que pouvons-nous faire? Prendre un sac réutilisable, robuste et d'un prix modique de 5 à 60 centimes ou encore notre bon vieux caddie à roulettes. En poids, le sac plastique représente 2 kg de déchets par Français à l'année. Abandonner le sac plastique, un geste simple, preuve d'une conscience écologique. Ah non merci, j'ai déjà mon sac. Et oui Stéphane, il faut savoir que près de 100 milliards d'emballages sont jetés chaque année par les Français. Donc la moitié qui sont des emballages plastiques et puis l'autre moitié qui se partage entre le papier carton, le métal et le verre. Ce qui fait en poids un équivalent de 5 millions de tonnes. Donc c'est énorme, il faut vraiment faire des efforts. Merci pour ces conseils, Grace. Merci pour le geste de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, d'ailleurs, toujours avec un geste, cette fois-ci pour les économies d'énergie. Comme c'est la partie interactive de cette émission, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, n'hésitez pas à nous envoyer vous aussi vos conseils pratiques, vos petits gestes, vos trucs et astuces pour respecter l'environnement. Grace sera votre porte-parole sur le plateau. Grace, merci. Merci Stéphane. Vous étiez très bien en train de faire vos courses. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine pour Oh ma planète, le magazine du développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états.